L'Amérique va redevenir très riche et cela va se produire très rapidement. Il est temps que les États-Unis reviennent au système qui nous a rendus plus riches et plus puissants que jamais. Comme je l'ai dit dans mon discours de la semaine dernière, au lieu de taxer nos citoyens pour enrichir nos nations, nous devrions faire preuve de générosité et taxer les nations pour enrichir nos citoyens. Est-ce logique? Oui. Ah, là, ça s'appelle une révolution. Alors, d'abord, pardon, mais comment ça peut fonctionner? C'est-à-dire, c'est l'impôt sur le revenu fédéral, c'est ça? Oui. Les États, ce sont les États fédérés qui décident de leur propre imposition. Ça va changer quoi? Je ne suis pas spécialiste de la politique des États-Unis, ça va changer quoi? Ça dépend des États. Ouais. En tout cas, Trump montre une chose, parce qu'en France, on est bloqué, rien n'est possible, il n'y a que des oppositions. Je pense qu'à Bercy, c'est pas l'idée de Bercy. Mais il montre que c'est possible de réformer en profondeur, mais à ce moment-là, il ne faut pas prendre en compte toutes les susceptibilité, il faut y aller carrément. Voilà. Je ne sais pas qui gagnerait le plus autour de cette table à la suppression de l'impôt sur le revenu. Je pense qu'en impôt sur le revenu, je crains d'être le plus mal loti ou d'être le plus grand contributeur. Et voilà. Au moins, il est honnête. Malgré le fait que j'ai 5 enfants. En termes... Bravo, vous contribuez à l'élan démographique. Moi, je contribue à tous les sens du terme. Je fais beaucoup de François Bayrou, 6 enfants. Oui, attention. En termes Patrick est jeune politiques, encore. Voilà. L'obsession américaine, c'est de faire en sorte de faire produire sur le territoire américain. Ça ne date pas de Trump. L'IRA, c'était déjà Biden. Là, ce que fait Trump, c'est de prétendre qu'il va faire baisser l'imposition des citoyens américains en augmentant les droits de douane, c'est-à-dire ce qui est produit ailleurs et ce qui crée de la richesse ailleurs. En France, on avait une proposition, par exemple, de ce genre-là, non pas sur l'impôt sur le revenu, mais sur la TVA, qui rapporte beaucoup plus à l'État que l'impôt sur le revenu. C'était la fameuse TVA sociale qui était portée notamment par Jean-Louis Borloo dans l'entre-deux-tours des législatives de 2007 et qui s'est fait torpiller par Laurent Fabius, qui lui a dit « Vous voulez donc augmenter la TVA, qui est l'impôt le plus injuste, vous en voulez ». Est-ce que ça vous séduit? Est-ce que Trump vous séduit là? Alors que l'idée de base était de dire « On augmente la TVA qui porte sur des produits importés pour pouvoir faire baisser les charges des entreprises en France et donc recréer de la richesse et de l'emploi en France. Je veux dire, la seule question qu'on doit se poser pour répondre à la politique de Trump, c'est comment nous, on crée de la production en Europe et en France. Mais est-ce que... d'accord, c'est mais... pas une question morale, c'est une réaction question plus immédiate, pardon, mais d'efficacité. on a là un président des États-Unis qui supprime, alors j'imagine, il faudrait entrer dans les finasseries de ce que ça impliquera pour tant de gens, mais c'est quand même un acte économique fascinant. Darius, c'est fascinant, mais n'oublions pas, les États-Unis, ils maîtrisent leur monnaie, même si la Fed est indépendante, mais ils ont le dollar. Ils peuvent faire tourner la planche à billets. Ça, c'est la première différence avec nous. La seconde différence, c'est que nous, on traverse une crise budgétaire sans précédent. Donc moi, je veux bien qu'on débatte de supprimer, par exemple, une recette fiscale qui se chiffre en dizaines de milliards d'euros. Mais je ne suis pas sûr que ce soit l'actualité du moment. Quand on nous dit il faut travailler plus, il faut un sentiment de responsabilité. Nous avons une crise de finances publiques qui, si elle n'est pas traitée, peut dégénérer en crise financière. Donc, dire on va supprimer notre impôt sur le revenu, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que ça représente par rapport aux avantages que normalement l'État est censé vous donner en payant des impôts. Or, le système social américain, je suis désolé, je ne sais pas qui en France a envie d'avoir le même, puisque tout le monde critique déjà ce que l'on a déjà. Donc, je pense que c'est complètement démago, et que, en plus, il ne pourra pas le faire simplement parce que le système fédéral l'empêchera. Alors, au niveau... Il est assez à gauche, Christian Proutot. Moi, j'avais préjugé. Je pensais que Christian Proutot... Mais on ne peut pas tous être d'accord, je suis républicain. C'est pas un reproche. On pensait qu'on avait invité que des gens de droite ce soir. Voilà, Christian Proutot porte haut. Non, c'est pas parce que je portais une arme pendant des années. Pardon. Non, mais... je pense que la suppression de cet impôt, en fait, c'est de l'argent qui repart dans le circuit de l'économie, au lieu d'être prélevé et inactif. Ah, le contrat, oui. Oui, je pense que Donald Trump a une marge de manœuvre très importante. D'abord parce qu'effectivement, comme le disait Patrick Lugman, il est assis sur la photocopieuse. Il peut émettre autant de monnaie qu'il veut, puisque c'est lui qui a la maîtrise du dollar. Il n'y a pas une banque centrale européenne à Francfort qui contrôle tout ça. Et puis il y a une chose aussi, c'est que comme c'est la première économie du monde, ils ont une capacité à générer du déficit qui est, pour l'instant en tout cas, quasiment infinie. C'est-à-dire que les sommes sont tellement importantes qu'on ne peut même plus les mettre sur une feuille de papier tellement il y a de zéro. Donc, du coup, c'est de 1 à 10, je crois, la valeur nominale du dollar. Autant la Chine se désengage pour ne plus être dépendante des États-Unis, autant l'Europe achète de plus en plus du trésor. C'est-à-dire que c'est sur notre dos que ça se fait. Dans la capacité de rebond. La parité dollar-euro s'est raffermie.
en même temps, le dollar est très fort. Alors, je vais faire mais c'est parce que ça nous arrange. une toute petite annonce sur ce que... Restez vraiment avec nous, parce qu'on va tout à l'heure faire une performance. Vous allez tous être engagés autour de ce plateau. Voilà. On va pas danser. Moi, je serais tragiquement nul. Pardon. C'est ce qu'elle entendait par performance. Ouais. On va tester l'intelligence artificielle chinoise en direct. On va voir si la régie suit, parce que c'est un moment très intéressant dans la concurrence entre les États-Unis et la France. Ouais, vous allez voir. Donc restez bien avec nous. On va voir si ça marche déjà, parce qu'on se vante, mais après il faut encore que ça marche. Avant ça, contraste fascinant entre ce monde-là et la France. Et Bernard Arnault incarne ça. Il a fait ce soir une déclaration fracassante. Oui, alors mon petit doigt me dit qu'il a regardé l'interview de François Bayrou sur notre antenne et qu'il ne l'a pas du tout apprécié. C'est le PDG de LVMH, évidemment, milliardaire français, qui a réagi aujourd'hui. C'était lors de la présentation des résultats annuels de LVMH. Et voici ce qu'il dit. « Je reviens des États-Unis et j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et quand on revient en France, c'est un peu la douche froide. » Et puis il poursuit. Il dit que quand on revient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter de 40% les impôts des entreprises qui fabriquent en France, c'est incroyable pour pousser à la délocalisation. C'est idéal. On rappelle qu'il a déjà des usines au Texas. Nous sommes fortement sollicités par les autorités américaines à continuer nos implantations d'ateliers. Dans l'environnement actuel, c'est quelque chose qu'on regarde sérieusement. Est-ce qu'on va dans le mur en France, Emmanuel Levilliers? J'ai l'impression que ça vous parle beaucoup, ce que dit Bernard Arnault, évidemment. J'ai l'honneur de connaître le président Arnault personnellement, et je comprends que la moutarde lui monte au nez. Parce qu'à un moment donné, au-delà de la diplomatie avec les politiques, qui a toujours été sa ligne de conduite, il n'a pas apprécié, par exemple, ayant dîné avec Joe Biden et le président Macron, de ne pas avoir appris, autrement que par la voie publique, la dissolution qui a eu lieu le lendemain. Est-ce qu'il a raison quand il dit que c'est une folie dans un pays où vraiment l'économie marche? Oui, parce qu'à un moment donné, d'ailleurs, le président de Michelin l'a dit aussi, le surcroît des charges rend les coûts de production, si ce n'est prohibitif, en tout cas très défavorable à toute comparaison de fabrication. C'est extraordinaire, et on peut avoir que le plus grand respect pour le président Arnault, comme vous l'appelez, parce qu'il a créé un groupe qui rapporte des devises, qui crée de l'emploi. Mais néanmoins, souvenons-nous que le jeune Bernard Arnault, il était aux États-Unis, et c'est quand il se rapatrie en France qu'il commence son aventure industrielle, en rachetant avec le denier public des grandes entreprises, comme Boussac, sa frère, et que s'il y a bien un industriel en France qui peut exporter parce qu'il vend la marque France, des produits luxueux, et les gens achètent dans le monde entier la France, et l'a considérablement enrichi lui, c'est lui. Vous avez plein d'industriels qui sont dans les domaines à moins forte... Ça vous honore pas ce type de caricature. Non, mais c'est pas une caricature, c'est une réalité. Vous avez des industriels qui sont dans des domaines à moins forte valeur ajoutée, qui eux sont confrontés à des problèmes de compétitivité. Mais sur le fond, parce que je suis frappé de voir je trouve que son commentaire est quand même de sa part un peu gonflé. A-t-il raison quand il dit c'est absurde de s'en prendre? Je rappelle quand même que l'État est quand même pas très bien géré, puisque là, Bercy a réussi à passer d'un déficit de 4,4% à 6%. Donc ça a été la panade totale. Donc on se dit, mieux vaut que la richesse soit gérée par des groupes comme ça que par des gens qui arrivent de 4,4 à 6. Ça marche pas. Oui, je pense qu'effectivement, c'est probablement ce qui doit horripiler autant Bernard Arnault que cette augmentation de 40% de l'impôt sur les sociétés, dont il faut dire que c'est que pour les très grandes entreprises. Chiffre d'affaires de plus d'un milliard. Et il faut aussi rappeler que c'est pour 1 an. Alors ça, Bernard Arnault a dit, je le cite, personne n'y croit. Et effectivement, d'accord, mais c'est quand même ce qui a été proposé. Ah oui, vous croyez encore ce que proposent les politiques, vous, quand ils disent que les augmentations d'impôts sont temporaires? C'est là qu'on voit qu'on n'est pas de la même génération. Vous avez cru en Michel Barnier, je vous rappelle. Oui, c'est vrai, j'ai cru en Michel Barnier. Mais je vais terminer sur Bernard Arnault. Bernard Arnault, on est d'accord, c'est pas le chevalier Bayard. Donc c'est un patriote. Il est un des héros dans les deux sens du terme du Made in France. Mais il a aussi une entreprise multinationale. Je vous rappelle que la dernière grande acquisition d'LVMH, c'est Tiffany, qui est un joaillier américain. Et ces grands groupes, ils sont pragmatiques. S'ils s'aperçoivent. D'ailleurs, il a perdu une fortune avec Tiffany, c'est sa pire affaire. Écoutez, pour l'instant, mais vous savez. Si vous permettez, Guillaume, il ne faut pas oublier qu'LVMH a des concurrents, en particulier dans la maroquinerie. Ce sont des marchés mobiles. Il y a des concurrents. On croit que c'est installé pour l'éternité avec des bénéfices prolifiques. Mais c'est pas ça. Est-ce qu'il y a un problème culturel en France qui n'est pas réglé? Je rappelle par exemple que Bernard Arnault et quelques autres ont été très généreux pour la rénovation de Notre-Dame, pour ressusciter Notre-Dame. Et il y a des gens qui ont critiqué ça. Alors, ça, je crois que c'est pas le sujet, me semble-t-il. Sur l'état d'esprit en France, oui.
qu'il y ait... Aux États-Unis, c'est l'autre extrême. C'est le mécénat, on applaudit des deux mains dès que quelqu'un donne quelque chose. Tout dépend de quel mécénat on parle. Nous avons en France une niche qui s'appelle la niche mécénat et qui permet à Bernard Arnault, par exemple, de faire financer à 66% par le contribuable la création de la fondation LVMH. Oui. Donc c'est un peu particulier comme conception du mécénat. Alors, non, en revanche, je voulais poursuivre ce que vous disiez, Patrick Lugman, parce qu'en effet, il y a un sujet essentiel, c'est la question du patriotisme économique de nos chefs d'entreprise. Quand on regarde, nous on a un observatoire, à Marianne, il y a un observatoire du patriotisme économique publié tous les ans pour regarder comment les grands groupes du CAC 40 font évoluer leurs emplois en France et à l'étranger en fonction de leur chiffre d'affaires. En tout cas, on s'aperçoit que, évidemment, LVMH et surtout Hermès arrivent en premier. Pourquoi ? Parce que justement, ils sont moins soumis à la concurrence internationale.